Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Balance ton bricolo. Aujourd'hui, un vaste sujet qui va vous intéresser directement, j'en suis persuadée. Consommateurs et entreprises, quelle protection? Pour m'accompagner sur cette thématique, Audrey Infantes, vous êtes avocate au barreau de Strasbourg. Bonjour Audrey. Bonjour Vanessa. Julien Rofritsch, vous êtes agent général AXA. Bonjour Julien. Bonjour Vanessa. Ce sont nos experts et nos professionnels. Jean-Luc Hainburger, vous êtes président de la CCI Alsace Eurométropole. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Vanessa. Et Grégory Regoubi, vous êtes donc président de la société Plus que Pro. Bonjour Grégory. Bonjour Vanessa. Je décide de me faire plaisir, d'acheter ou de rénover et je fais appel à un professionnel. Mais au final, quels sont les bons réflexes à avoir et comment puis-je me protéger? Alors d'abord, vous devez vous demander depuis quand existe cette entreprise, quelle est sa solvabilité. Ce sont des éléments qu'on récupère assez facilement sur Internet. Vous pouvez également sur Internet recueillir les avis des clients. Et par exemple, un gage par exemple de sérieux de l'entreprise, c'est l'obligation de proposer un devis pour toute somme qui excède 1 500 € ou dans certains domaines d'ailleurs, ce devis est obligatoire. Je pense par exemple aux travaux de réparation. Alors justement, puisque vous parlez d'obligations, quelles sont les obligations finalement pour les entreprises? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'entrepreneur a l'obligation de proposer un devis lorsque la somme excède 1 500 €. Ce devis doit être détaillé. Détaillé sur l'objet qu'il va vendre, sur le coût de cet objet, sur par exemple le coût de la main-d'œuvre, les délais de rétractation, les modalités de rétractation ou encore les modalités de paiement. Il y a également un élément essentiel, c'est est-ce que l'entrepreneur est assuré? Mais ça, je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes de Julien. Oui, parce que je lui poserai la question tout à l'heure. Et alors, quid des travaux supplémentaires ou d'un achat complémentaire? Alors, les travaux supplémentaires doivent nécessairement faire l'objet d'un devis. L'entrepreneur ne peut pas vous imposer des travaux supplémentaires qu'il aurait effectués sans avoir au préalable proposé un devis. Mais finalement, si j'ai rien signé, est-ce que je peux refuser de payer? Parfaitement, effectivement. C'est un risque que prend l'entrepreneur en réalisant des travaux supplémentaires sans s'être assuré au préalable que vous avez signé le devis. Jean-Luc Hainburger, je vais juste revenir vers vous par rapport à ce point. Je crois que c'est un des points qui engendre un certain nombre de litiges. Qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises à ce niveau-là? J'entends volontiers ce que dit Maître Infantes, parce que c'est vrai qu'une affaire, c'est un contrat. Il peut être moral, mais il doit surtout être écrit. Parce que, comme vous le disiez fort justement, un entrepreneur qui ne fait pas payer, et qui ne fait pas signer au départ un document qui est d'abord un devis en bonne et due forme, des conditions générales de vente, en fait, n'a souvent pas de recours lorsqu'il y a une problématique. Et je dirais, c'est aussi peut-être, pour prendre la première question, comment aussi choisir un bon entrepreneur ou une bonne entreprise. C'est aussi de dire à un moment, c'est aussi la façon dont c'est détaillé les devis. C'est tout ce qu'on va écrire. Alors bien sûr, il y a, je dirais, le verso, c'est le devis, puis le recto, c'est souvent, non pardon, c'est le recto, vous savez, on me plante. C'est le recto, c'est le recto qui est le devis, et c'est le verso qui sont les conditions générales de vente, et les deux sont importants. Oui, mais alors, quand je vous entends, c'est quand même un peu compliqué. Et pour le consommateur et pour l'entreprise de s'en sortir, parce que ça fait quand même beaucoup d'obligations pour les uns et pour les autres. Puis alors j'imagine effectivement, là je reviens vers vous Julien, il y a encore des obligations en matière d'assurance, comment ça se traduit? Et en fait, c'est surtout basé sur les responsabilités de l'entreprise qui va être en face du consommateur final, notamment au niveau des activités. Une entreprise peut faire beaucoup d'activités différentes. Il faudra qu'elle soit assurée par rapport à ce que demande véritablement le consommateur final. Sinon, il y a une problématique de non-assurance. Alors, je vous donne un exemple. Je vais faire des travaux de plâtrerie, il y a un peu d'électricité à faire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si la personne n'est pas qualifiée en électricité, ou en tout cas n'a pas souscrit sur son contrat de responsabilité civile et décennale d'électricité, donc le compartiment électricité, alors effectivement, si demain il doit y avoir un souci X ou Y lié à l'électricité qui a été faite, alors la garantie ne sera pas acquise. Donc ça veut dire qu'il faut être véritablement pointu et vigilant par rapport à ce que vous êtes en train de décrire. Il faut toujours demander l'attestation d'assurance de l'entreprise qui va venir intervenir. Et sur l'attestation d'assurance, vous aurez l'ensemble des caractéristiques, des montants de garantie, mais surtout également des activités pour laquelle, précises pour laquelle les personnes, l'entreprise est garantie. Spécifiquement, quelles sont les obligations de l'entreprise, notamment en matière de délai ou de conformité? Alors, nous avons abordé tout à l'heure la question des documents obligatoires, mais il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise doit réaliser les travaux dans ce qu'on appelle les règles de l'art.
Et par exemple, dans le domaine de la construction, il existe des normes. Vous avez sûrement entendu parler de la norme RT 2012, qui est une norme acoustique. Il y a effectivement, l'entrepreneur doit, par exemple, respecter ces normes. Et lorsqu'il a des délais de livraison, il doit également scrupuleusement les respecter. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément du devoir de conseil de l'entreprise? Alors, le devoir de conseil s'impose à tout professionnel. Par exemple, moi, en tant qu'avocat, lorsqu'un client vient au cabinet pour engager une procédure, il est de mon devoir de lui expliquer les risques et les conséquences de la procédure qu'il s'apprête à engager. Et c'est le cas également pour tous les professionnels. Donc, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple d'un entrepreneur sur un chantier, lorsqu'il est confronté à des difficultés au cours de l'exécution du chantier, il doit en informer le consommateur pour que celui-ci prenne en connaissance de cause les décisions qui s'imposent. Je reviens vers vous, Jean-Luc Haimburger, parce que finalement, quand on entend ça, je suis persuadée qu'il y a des entreprises qui ne savent même pas qu'il faut qu'il y ait dans le contrat d'assurance la petite partie électrique. Il va vous dire, je vais vous le faire, tiens, ça vous rend service, etc. Alors finalement, quel est le rôle de la CCI là-dedans, dans l'information ou l'accompagnement ou le conseil des entreprises qui finalement bénéficient aussi au consommateur final? Alors sans prendre le travail des avocats ou des juristes, mais évidemment, on a un service juridique qui démystifie un petit peu ce phénomène-là, parce que, comme vous le dites, les entrepreneurs sont souvent très bons dans leur propre métier, ne sont pas forcément de très bons gestionnaires et surtout pas de très bons juristes. Bon, voilà, ça c'est fait. Voilà, mais parce que tout se spécialise. Et ce qu'on a entendu à l'instant le prouve. Quand on a une affaire qui se crée entre deux personnes, un consommateur et un opérateur de business, il y a aujourd'hui beaucoup de lignes à remplir. On l'a entendu par rapport à l'assurance, mais plein d'autres choses. Il y a aussi des garanties sur les produits. Il y a aussi une capacité à respecter ce contrat-là. Alors, il y a beaucoup de lignes. Et si vous permettez, c'est un peu la question du jour, c'est comment choisir une bonne entreprise. Si celle qui vient et qui sur un bout de papier vous a mis les trois choses, fuyez. Fuyez, parce que là, vous êtes sûr d'aller quelque part au problème. Par contre, si vous avez affaire à une entreprise qui, à un moment, a pris le soin de construire, avec des conseils, des propositions extrêmement détaillées, des conditions générales de vente qui correspondent aussi à leur profession, puisqu'on a des professions qui sont autour de nous et qui organisent ces conditions générales de vente pour les protéger les uns les autres, qui ont aussi des attestations d'assurance décennale, entre autres, qui vous protègent sur moyen et long terme. Là, je pense qu'on peut constituer un premier pas important vers la constitution de cette affaire-là, au-delà de notions de prix, etc. pour l'instant. Mais votre rapport, alors vous, factuel à la CCI par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est justement d'amener nos créateurs, donc on commence par là. C'est important ce que vous dites. Nos conseillers au niveau de la CCI, c'est déjà les amener à décrédibiliser, à démystifier tout ça, c'est pas le mot que je vais dire, à démystifier tout ça et à les amener à aller voir des spécialistes. Donc, on travaille beaucoup avec les assureurs et leurs représentants, on travaille beaucoup avec les avocats et leurs représentants, on travaille beaucoup avec les experts comptables dans des aides comptables, avec les notaires, etc. Parce que ces professions-là doivent être connues pour les questions qu'on vient d'évoquer par les entrepreneurs. Alors, pourquoi vous avez choisi de participer aujourd'hui à une émission qui s'appelle Balance ton bricolo? On pourrait dire balance au mauvais bricolo, peut-être. En tous les cas, non, c'est important parce qu'il faut expliquer aux gens que ça fonctionne comme ça. Et là, on peut s'adresser à la fois aux futurs entrepreneurs, peut-être aussi aux entrepreneurs un peu inexpérimentés dans le domaine, et les sensibiliser à ce phénomène-là. Dire, écoutez, allez voir nos chambres consulaires, c'est-à-dire chambre des métiers, chambre et métiers d'artisanat, soit chambre de commerce et industrie et services ou chambre d'agriculture, parce que nous avons aussi des acteurs économiques dans l'agriculture. Et on va dire, écoutez, allez voir vos chambres parce qu'elles sont là justement pour vous accompagner vers de bons professionnels. Oui, c'est-à-dire n'hésitez pas finalement à demander un appui si c'est nécessaire. Alors je m'adresse plutôt aux chefs d'entreprise maintenant. À votre avis, qu'est-ce qui différencie le bon professionnel du mauvais professionnel? Ou en tout cas peut-être de celui qui n'a pas été suffisamment informé? Oui, alors c'est un peu ce que je vous disais au départ. C'est d'abord le bout de papier vite fait, écrit, signé. Alors ça, fuyez tout de suite, vous êtes sûr que c'est pas bon. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, très fantastique, c'est aussi prendre des renseignements. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, par les réseaux, on a aussi des organisations professionnelles qui peuvent vous renseigner sur les entreprises adhérentes, parce que c'est aussi, je pense, une garantie. Je vais anticiper sur l'échange qu'on aura certainement tout à l'heure sur les notations, mais vous l'avez dit tout à l'heure, sur tous les réseaux aujourd'hui, on peut trouver par des pages jaunes, par Google et autres. On a des systèmes déjà de notation. Il y a un historique. Et puis, il y a aussi quelquefois, essayer de savoir qui a travaillé avec l'entreprise, pour savoir un peu comment ça s'est passé. Je pense qu'on a assez de moyens aujourd'hui. Si on n'a pas l'intention de se jeter la gueule ouverte dans une affaire juste sur les prix, on peut prendre un peu de temps pour se sécuriser, on se renseigne. Oui, parce que vous nous dites, c'est faites attention au prix trop bas et renseignez-vous bien, effectivement. C'est aussi un signe. Un devis trop vite à un prix trop bas, c'est déjà un très mauvais signe, à mon avis, pour réussir une affaire.
Alors, effectivement, vous avez évoqué la partie notation, hein, Grégory Régoubi. On sait que les méthodes aujourd'hui de communication, les méthodes de consommation aussi des consommateurs sont très différentes. On sait qu'il y a une appétence pour le web. Vous avez créé une société qui s'appelle Plus que Pro, qui finalement prône la vie client. Ça sert à quoi, la vie client? Déjà, à s'éviter toutes les discussions qu'on a aujourd'hui autour de la table. Parce que si à chaque fois que je veux faire un devis ou si à chaque fois je veux me faire plaisir, puisque c'est quand même ça au départ, la notion d'achat. Il ne faut pas oublier qu'au départ, acheter, c'est un plaisir. Quand vous sortez d'un magasin, que ce soit avec un costume, que ce soit d'une concession automobile avec votre nouveau véhicule ou dans le cadre d'un appartement, ce sont normalement des moments heureux de vie. Il est quand même dramatique de transformer ces moments heureux en moments catastrophes. Donc si à chaque fois que je veux commander quelque chose, il faut que je réunisse le président de la CCI, une avocate, un expert comptable, un assureur, c'est un problème. Le juge le plus impartial qui soit, c'est celui qui a déjà eu le retour d'expérience sur les prestations du professionnel. Donc ce qu'on est en train de résumer aujourd'hui sont les raisons pour lesquelles 9 consommateurs sur 10 consultent des avis clients avant d'acheter. Quand j'achète une perceuse, j'achète le trou. J'achète le produit du produit, à savoir le résultat. Si je sais que les 100 derniers clients de cette entreprise ont été satisfaits, je prends l'exemple de Julien qui peut proposer sa prestation en assurance, si je peux écouter les 100 dernières personnes qui ont bénéficié des conseils de Julien, qui peuvent parler de la manière dont ils ont été indemnisés le jour malheureux, je sais que c'est un bon assureur. Je ne peux pas devenir professionnel à sa place. Par contre, je peux comprendre ce que d'autres consommateurs expriment. C'est ça la vie client. C'est effectivement de choisir la bonne entreprise parce que tous les consommateurs sont lassés, usés, blasés des promesses qui sont non tenues. Et c'est ça la mission de Plus que Pro. Donc, si je comprends bien, vous avez des entreprises qui adhèrent à ce système. Comment ça se passe exactement? Comment est-ce que moi, demain, voilà, j'achète, peu importe, hein, je me fais plaisir. Est-ce qu'automatiquement, je peux venir chez Plus que Pro déposer un avis? Alors, oui et non. C'est-à-dire que n'est pas Plus que Pro qui veut. Nous, on a fait le choix d'être un réseau et de recenser les meilleures entreprises de France. Donc déjà, nous sélectionnons 40% des entreprises qui nous semblent être les entreprises les plus professionnelles. Alors, Beaucoup de professionnels... Pardon, juste que je comprenne, ça veut dire que les entreprises qui adhèrent chez vous, c'est une démarche volontariste de l'entreprise? Alors, bien sûr, nous, on a des équipes qui sont là pour expliquer aux dirigeants d'entreprise, parce que comme l'a dit Jean-Luc, à l'équivalence de la CCI, aujourd'hui, un dirigeant, c'est essentiellement quelqu'un qui est seul et qui a besoin d'être accompagné. Se digitaliser, comprendre les nouveaux enjeux ou le nouveau parcours du consommateur n'est pas toujours chose aisée. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Il y a quelques années, on allait dans 9 concessions automobiles pour choisir son véhicule. Aujourd'hui, on va dans une seule concession automobile pour choisir ce même véhicule. Ce qui veut dire que le consommateur a fait son choix avant de rentrer dans la concession. Son parcours d'achat, son parcours initiatique s'est fait sur le web par le biais de retours d'expérience client. Et ça, c'est important que les dirigeants le comprennent. 9 consommateurs sur 10, je l'ai dit et je me permets de le répéter, regardent des avis clients avant d'acheter. Seuls 2 entrepreneurs sur 10 en ont conscience. Il y a donc un décalage énorme entre la prise de conscience et la volonté du consommateur et celle du dirigeant. Plus que Pro a cette mission, protéger le consommateur, mais aider ceux qui ont du savoir-faire mais qui ne savent pas le faire savoir. Donc on a une démarche active et on leur explique comment fonctionne le consommateur. Parce que si un professionnel sait toucher le cœur du consommateur, le consommateur lui rend. Alors, je crois savoir que les avis clients répondent à des normes bien spécifiques. Est-ce que ça suffit à rassurer le consommateur, un avis client, une note sur le web? Nous, on a fait plusieurs choses. On est allé très loin, parce qu'aller très loin, c'est le minimum que l'on doit au consommateur. La première des choses, je l'ai dit, on ne sélectionne que 40% des meilleures entreprises. La deuxième chose, on ne prend que des entreprises qui ont plus de 3 ans d'antériorité. Jean-Luc pourra compléter pourquoi tout à l'heure. La troisième chose, c'est qu'on ne prend que des entreprises qui ont plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. La quatrième chose, c'est que nous vérifions la solvabilité de l'entreprise. La cinquième chose, c'est que nous publions la note uniquement quand elle est représentative. La sixième chose, c'est que nous prévenons le consommateur de la régularité, de la fraîcheur et du volume. Donc nous avertissons le consommateur qu'une note seule ne suffit pas. Parce que c'est un élément primordial, c'est un élément nécessaire, il se doit d'être pris au sérieux, mais de manière simple et de manière efficace. Alors, Jean-Luc Heimburger, quand on entend finalement Grégory Régoubi, on se pose la question, pourquoi y a-t-il pas plus d'entreprises qui vont vers ce système-là? Et on a un peu le sentiment d'avoir cette philosophie ancestrale qui dit, mais non, moi tout seul, j'y arrive très bien. Alors, quelle est votre opinion? Tout peut fonctionner. Tout dépend où vous arrivez.
moi, je pense que c'est important. On a, dans une de mes entreprises, on a adhéré depuis 4 ans à Plus que Pro. On a, comme tout le monde, a hésité un petit peu en se demandant ce que ça valait, parce que évidemment, un avis est un avis. On sait que sur certains avis, je dirais beaucoup plus public et beaucoup plus simple à mettre, on a des avis qui sont fabriqués. On a toute la bande qui met un petit peu ce qu'il veut. Là, c'est des avis contrôlés. Je pense que la première des bonnes choses, c'est que ça certifie, ça donne confiance. Nous, on l'utilise aussi commercialement. C'est-à-dire que quand on est en contact d'affaires avec les clients, on les invite à aller voir les avis sur Plus que Pro, en leur expliquant en quoi ce sont des avis qui sont durs, fermes, qui ont été validés et qui sont crédibles. Ça permet de voir aussi, quelquefois, ce qui est notre cas, que tout ne se passe pas toujours parfaitement, mais qu'on a su réagir. Et les clients disent en disant, bah voilà, avec notre entreprise, il y a eu ça, ça et ça, c'était super. Là, c'est un peu moins bien, mais l'explication est donnée, ça s'est bien terminé. Je pense que c'est important. C'est vraiment important ce que vous dites d'ailleurs, parce que ça veut dire que, en fait, l'entreprise qui adhère à ce système-là, non seulement effectivement et dans l'air du temps se digitalise, met en place un système de contrôle, mais que vous acceptez aussi de vous remettre en question. Donc j'allais effectivement rebondir sur la réclamation d'un client. C'est typiquement ce que vous êtes en train de dire finalement. Mais c'est ce qui nous fait le plus avancer. C'est le regard qu'a le client sur nous. Alors on avait depuis un moment des systèmes d'enquête, de fin de chantier que nous faisions dans un cas de satisfaction qui marchait pas mal, mais enfin on devient notre propre juge. Donc finalement, on s'est dit, il faut aller plus loin. Et quand on a rencontré Grégory et son équipe de Plus que Pro, on s'est dit, bah là, c'est plus nous qui traitons la satisfaction client. Elle est traitée de façon très concrète et très officielle à côté. Alors, il faut accepter, d'être pas toujours être très bon, d'accord, mais ça nous met un peu la pression aussi pour nous améliorer également. Et puis surtout, moi, en tant que dirigeant avec un certain nombre d'équipes, bah, la première chose que je vais voir avant même de voir en interne ce qui s'est passé ou lors des réunions, une certaine franchise en interne, donc n'importe où ceci, mais je me sers souvent du rapport mensuel qui vient de Plus que Pro pour voir ce qui se passe, sur lesquels il y a des nouveaux avis. Et je me sers de ces avis pour organiser des réunions en disant, écoutez, là, bon, on est top, super, bravo. Là, il y a eu ça, ça et ça. Comment est-ce qu'on a agi pour que ça n'arrive plus et comment est-ce qu'on fait pour ça devient même une aide au management. Mais ça devient une aide au management, etc. Et c'est justement pour être toujours dans ce niveau de qualité qu'un client peut exiger aujourd'hui, voire même faire évoluer une qualité, parce que nos clients évoluent aussi. Alors, juste en 2 mots, c'est quoi la différence entre une entreprise Plus que Pro et une entreprise qui ne l'est pas ? C'est déjà sa volonté affichée de mettre le consommateur au centre de toutes ses préoccupations. Il y a 2 manières de traiter le client. Soit de se rappeler qu'il est le véritable dirigeant de l'entreprise parce que c'est lui qui l'a fait avancer, c'est lui qui l'a fait vivre. Soit de considérer que le consommateur n'est qu'un moyen pour gagner de l'argent. Une entreprise qui est Plus que Pro, c'est une entreprise qui, comme l'a dit Jean-Luc, n'a pas peur effectivement de la critique et souhaite avancer quotidiennement, régulièrement. C'est une entreprise qui veut faire valoir son savoir-faire de manière objective et concrète. Tous les dirigeants du monde se disent être bons et merveilleux. Et d'ailleurs, c'est le sujet de l'émission, Balance ton bricolo. Je suis à peu près convaincu que toutes les victimes auxquelles vous donnerez la parole diront qu'ils ont rencontré au départ des professionnels qui leur ont dit « Vous savez, avec nous, vous n'aurez pas de problème. » Il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On ne doit pas être jugé sur nos mots, mais sur nos actes. Les entreprises Plus que Pro sont des entreprises qui vivent dans les actes. Alors, malgré tout ce que l'on vient d'entendre, et tous les conseils prodigués ou autres, et puis finalement les garde-fous que l'on peut aller chercher, malgré tout, il y a un contentieux ou un litige à qui je m'adresse et quelles sont les voies de recours ? Alors, tout d'abord, vous avez les associations de consommateurs qui vont pouvoir vous aiguiller dans vos démarches. Vous avez ensuite le médiateur de la consommation qui va restaurer le dialogue qui a pu être rompu entre le consommateur et l'entreprise et qui va permettre éventuellement de trouver un terrain d'entente entre les deux. Il existe aussi, et c'est obligatoire depuis assez récemment, la conciliation obligatoire dans certains litiges. Effectivement, avant de saisir le tribunal, en fonction, effectivement, on appelle ça les petits litiges, 5 000 € maximum, eh bien, lorsque le litige est inférieur à 5 000 €, vous ne pouvez plus aujourd'hui saisir le tribunal sans avoir au préalable tenté une conciliation. Et effectivement, souvent, c'est en restaurant le dialogue, finalement, qu'on évite le procès. D'accord. Alors, si on devait avoir le mot de la fin, finalement, parce qu'il va falloir qu'on reste positif dans tout ça, alors, consommateurs et entreprises, j'ai envie de dire même combat, en ce qui concerne la protection. Oui, comme disait Grégory, c'est une affaire d'amour. On s'aime sur ce plateau aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'est passé la Saint-Valentin. Non, c'est la Saint-Valentin toute l'année. C'est important parce que, pour compléter, quand même, je vais vous dire une chose, on a aussi les clients compliqués quand on est dans les affaires.
Et je crois qu'il faut que chacun reste un peu dans ses limites. Et moi, j'aime bien la partie du conciliateur parce que je trouve que c'est important à un moment de restaurer un dialogue qui des fois se rompt parce qu'à un moment, on ne se comprend plus bien entre un client qui à un moment veut tout faire. C'est-à-dire, on a un entrepreneur, on a des compétences, on a organisé le chantier, on a vendu le chantier. Et puis, quelque part, le client veut le faire à votre place. Donc, quand c'est comme ça devient compliqué parce qu'on dépense le double du temps qui était prévu sur le chantier et on perd beaucoup d'argent. Donc, on peut à un moment, il faut que ça s'arrête. Et souvent, effectivement, on a cette problématique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus tôt on installe la relation dans un cadre, certes qui peut être un peu contraignant sur le plan juridique, financier, technique, mais mieux, à un moment, on se sent derrière. C'est toujours la preuve de vérité dès le début. Il faut tous dire. On peut s'en garder un petit peu pour la fin, mais en général, il faut essayer de se tous dire pour bien se comprendre selon dans quel contexte on veut travailler. Et puis ensuite, il faut échanger. C'est comme dans toute vie, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est la discussion, c'est répondre à des questions de temps en temps. C'est la bienveillance aussi, je crois que c'est important, qui fait que ça fonctionne bien. Voilà, moi je dirais que c'est comme ça. Et je pense quand même que dans 80% des cas, on a quand même de belles réussites et des affaires qui se font bien. Après, on devra s'occuper des 20% qui ne vont pas bien. Puis là, on mettra les choses sur le tapis avec nos professionnels, puis on tâchera de régler les choses. Grégory Régoubi, j'ai envie de vous poser cette question finalement peut-être un peu personnelle. Pourquoi vous avez créé Plus que Pro ? Parce que Plus que Pro répond à 2 attentes essentielles. Celle d'un consommateur qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être réassuré dans son achat, et celle des dirigeants d'entreprise qui ont besoin d'être accompagnés pour se développer. Beaucoup ont des compétences importantes dans leur domaine d'activité, mais peu pour le démontrer. Et quand on a un bon bulletin, on n'a pas peur de le montrer. On est là pour les aider sur ce sujet. Le savoir-faire du faire savoir, entre guillemets. Exactement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette émission, elle a été très dense, très enrichissante néanmoins. J'espère qu'on a pu vous apporter un éclairage suffisant. En tous les cas, vous l'aurez compris, il existe de très bons professionnels. Continuez de vous faire plaisir. Et puis, si toutefois, vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez des litiges, Balance ton bricolo est là pour ça. Je vous invite à nous déposer vos témoignages et vos dossiers sur le site balancetonbricolo.org. Vous ne serez plus jamais seul et vous pourrez acheter en toute sérénité. Quant à moi, je vous remercie pour cette présence. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette émission et je vous dis à très bientôt.